bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le tourisme de montagne reprend des couleurs à Ifrane. En ces temps de fortes canicules, la petite Suisse séduit les amateurs des randonnées. Un air pur, des températures douces et de bons petits plats frais. Une offre alléchante à laquelle succombent beaucoup de visiteurs. Nous suivrons un reportage sur place. Et puis place à l'escale culturelle de ce journal. Ce soir, nous la consacrons à la littérature avec cet opus signé Ahmed Farid Mrimi, Fatima El Mernissi, Le fil invisible du féminisme. Un livre que l'homme consacre à l'œuvre immense de la sultane inoubliable, une approche psychanalytique dont nous allons parler avec l'écrivain qui est l'invité de ce journal. Et enfin, nous allons braquer les projecteurs sur le savoir-faire des femmes marocaines, des doigts de fée qui sont à l'origine de broderie, poterie ou encore tissage. À la Villa des Arts des Rabat, elles sont à l'honneur actuellement dans une exposition baptisée Tamrat. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses sincères félicitations à M. Macron et ses vœux de prospérité et de bien-être pour le peuple français. Direction le Moyen Atlas en cette période de vacances estivales. Plusieurs personnes ne résistent pas à l'appel des montagnes ou alors de la montagne. En cette période de forte chaleur, ils préfèrent l'ombre des arbres et la fraîcheur des végétations. Avec ces beaux paysages naturels conférant calme et sérénité, Ifrane attire massivement en ce mois de juillet ses fidèles amoureux. De quoi confirmer l'immense potentiel de l'écotourisme de la destination. Et tout de suite le reportage d'Ahmed Fadele avec un commentaire de Zakaria Mokrimbillah. Regardons. Au milieu de la forêt de cèdres de la province d'Ifrane, des visiteurs partent en randonnée à la découverte des atouts naturels de la région. L'air pur et le cadre apaisant sont propices à la déambulation. À pied ou à dos de cheval, les visiteurs passent des instants agréables à l'ombre, aussi au plus près de petites créatures, le singe magot. La chaleur est accablante à Fès, alors nous avons choisi de venir à Ifrane pour nous ressourcer et passer du bon temps en famille. Je réside à Khribga. En cette période, il y fait très chaud, alors nous avons opté pour le Moyen Atlas. Il y a des forêts, des montagnes et de la biodiversité. Autre attraction de la province d'Ifrane, c'est nombreux lacs d'eau douce. Certains y pique-niquent le temps d'une journée, d'autres y campent pour plusieurs jours. Nous visitons l'Atlas tout au long de l'année, que ce soit en hiver, en automne, au printemps ou en été. Personnellement, j'aime venir en été, car il fait plus frais. En ces temps de forte chaleur, on cherche des endroits rafraîchissants. Montagnes, forêts, plages ou piscines. La région d'Ifrane est géniale. Le soir venu, les rues et boulevards d'Ifrane et ses nombreux jardins et places sont investis par les touristes. Une influence qui confirme le fort potentiel du tourisme de montagne. Une alternative pour beaucoup de visiteurs. Cap à présent sur Tiznit où l'épisode caniculaire s'intensifie de semaine en semaine. Le mercure y atteint de grands pics, mais cette forte vague de chaleur ne semble pas dissuader certains habitants de quitter leur domicile à la recherche d'un peu d'air frais. Ils investissent les parcs publics et quelques espaces verts en attendant la réouverture de l'unique piscine municipale de la ville. Reportage Hassan Meskour, Asma Tezi et Oumaima Ramdi. Nous sommes à la mi-journée. Le soleil est à son zénith et le mercure s'affole. 45 degrés en journée. Du jamais vu dans la petite ville du sud, Tiznit. Il fait très chaud. Nous ne sommes pas habitués à ces fortes chaleurs, mais nous devons faire avec. Le soleil tape fort en journée. Il faut faire très attention et se protéger en restant tranquillement au frais. Des rues quasi désertes, voilà à quoi ressemble une journée d'été dans les recoins de Tiznit. Seuls quelques passants osent braver la canicule à la recherche du moindre petit coin de fraîcheur, dans une ville où l'unique piscine municipale maintient ses portes fermées.
Cela fait plus de 6 ans que la piscine municipale a fermé ses portes. C'est bien dommage, c'était un des espaces de divertissement les plus prisés par les habitants. Chaque année, nous attendons la réouverture de cet espace avec impatience. Les piscines privées coûtent plus de 90 dirhams par personne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les prix sont chers. Nous sommes obligés de nous contenter des balades dans les espaces verts où il fait doux. Dans l'attente de la réouverture de cette unique piscine municipale, une seule adresse en ces temps caniculaires, la plage la plus proche. Elle est à plus de 16 km de la ville. Le sud de l'Europe, toujours en proie aux flammes. En Croatie, des feux de forêt sont en cours dans la province de Zaton. Les flammes géantes ont ravagé des vingtaines de maisons. Actuellement, environ 150 pompiers, soutenus par des avions canadaires, luttent contre les flammes difficilement maîtrisables. L'actualité internationale, c'est aussi cette violente tornade et ces orages qui ont déferlé sur le Grand Montréal. Ce phénomène météorologique a paralysé certains secteurs, dont le transport. Plusieurs routes principales ont été fermées à la circulation. De nouvelles alertes tornades ont été lancées, notamment dans le sud du Québec. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La nature se déchaîne aussi en Asie, en Inde plus précisément. La rivière qui traverse la capitale New Delhi a atteint un niveau record en raison des fortes précipitations de la mousson, une situation d'inondation extrême. Beaucoup de dégâts matériels et plus de 20 000 habitants qui sont actuellement menacés. Les efforts se poursuivent pour tenter de contenir les eaux. Les ingénieurs de l'armée ont dû intervenir pour prêter main forte aux populations. Retour à l'actualité nationale, Fatima El-Mernissi, le fil invisible du féminisme, un livre signé Ahmed Farid Mrini. L'auteur y raconte sa relation et ses discussions avec l'écrivaine et sociologue feu Fatima El-Mernissi autour du monde des brodeuses et des tisseuses. Avec une approche plutôt psychanalytique, l'auteur revisite l'univers de feu Fatima El-Mernissi à travers la broderie et le tissage qui, selon elle, était un véritable moyen pour les femmes de s'exprimer et de se libérer du monde qui les entoure. Lui-même, fils de brodeuse, Farid Mrini aborde le sujet en connaissance de cause et avec sa casquette de psychanalyste. Il a voulu en fait mettre en avant les propos de Fatima El-Mernissi et avec cela, bien évidemment, son combat. Et l'écrivain, psychiatre et psychanalyste Ahmed Farid Mrini est l'invité de l'escale culturelle de ce journal. Monsieur Mrini, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je vous en prie, bienvenue Monsieur Mrini. Tout d'abord une question, je ne peux pas m'empêcher en fait. On va s'attarder très brièvement sur le titre. Fatima El-Mernissi, le fil invisible du féminisme. On l'a compris avec le travail des tisseuses et des brodeuses, il y a un jeu de mots à travers le film. Mais il y a aussi ce mot qui m'interpelle, qui m'intrigue, invisible du féminisme. Et pourtant, le travail de Fatima El-Mernissi, c'est un travail visible mondialement même. J'utilise le terme d'invisible parce qu'elle-même l'utilisait beaucoup et qu'elle a intitulé le harem invisible. Et il est question de justement tirer le fil dans sa visibilité, comme vous dites, par rapport à son militantisme, par rapport au combat et puis à toute son œuvre sur la question de la femme et de sa libéralisation. Mais il me semblait important, en tant que psychanalyste, de tirer aussi le fil de l'invisibilité du féminisme, c'est-à-dire tout le travail que j'ai pu faire avec elle en la connaissant mieux, et comment sa conception, justement, elle comporte un volet connu, un volet qu'on connaît tous, et puis un autre volet qui me semblait important à mettre en exergue et essayer un peu... Peu visible, inexploré d'un autre point de vue. Voilà, exactement. Pour un peu voir le fil du parcours de Fatima El-Mernissi, parce c'est pas un parcours facile, c'était pas juste du militantisme, c'est une conception.
c'est toute une pensée sur cette question de la femme à partir de nos racines, à partir de notre histoire, et comment elle a parcouru un peu ce chemin pour justement nous montrer des choses qui peut-être nous étaient visibles, mais comment elle a mis en lumière des choses très très intéressantes et invisibles que j'ai essayé un peu de développer dans mon ouvrage. Très bien, et on va justement s'attarder sur le contenu de cet ouvrage, cet essai de 87 pages, Monsieur Mrini. Dans ce livre, justement, vous mettez l'accent sur l'œuvre grandiose, gigantesque même, immense, de la grande sociologue marocaine Fatima El Mernissi, avec, je dirais, un décodage de sa pensée et avec comme fil conducteur, nous en parlions tout à l'heure, le travail des tisseuses marocaines. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Ce qui l'a motivé, bon, j'ai connu Fatima El Mernissi pendant une dizaine d'années, on a travaillé ensemble, elle aimait beaucoup la psychanalyse. Et c'était intéressant parce que moi, de prime abord, comme je suis psychanalyste, j'avais affaire à Fatima El Mernissi qui était sociologue. Et le sociologue, il s'occupe des faits sociaux, alors que le psychanalyste, il s'occupe de l'individu et de la question de l'inconscient, l'immatériel. De l'inconscient. Donc, comment on peut se rencontrer, comment nos deux disciplines nous permettaient de dialoguer et de peut-être faire ressortir quelque chose d'intéressant. C'est tout l'enjeu actuel, c'est pour ça que je trouve que sa pensée est très contemporaine. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la question du jeu et la question du nous. Et qu'est-ce que c'est que le jeu ? C'est-à-dire l'individu, la question du sujet et comment il s'articule. Il y a le nous avec grand N, le nous rassembleur. Voilà, le nous rassembleur, la communauté, ce que nous avons en commun ensemble et ce que nous avons également de différent en étant ensemble. Les différences qui sont finalement nos richesses, qui nous réunissent finalement. Ce qui fait nos richesses, on voit bien un peu tout le repli identitaire aujourd'hui qu'on voit dans le monde, etc. Combien. Et d'ailleurs, il y a un mot qui me semble très très intéressant en langue arabe, c'est le mot de l'Brani. Et c'est intéressant, le Brani, ça veut dire Bra, dehors, c'est l'étranger. Et comment ce même mot, Brani, signifie celui qui m'a guéri. Et c'est intéressant un peu cette question du nous et comment quelqu'un qui est différent, qui est étranger, etc., il peut être aussi très très intéressant pour notre vivre ensemble. Porteur de belles choses. De belles choses, exactement. Très bien, Monsieur Mrini. L'œuvre de Fatima El Mernissi, vous l'avez dit d'ailleurs, elle est contemporaine. Moi, je dirais même qu'elle est plus que jamais d'actualité, puisqu'il est question principalement de la défense de l'émancipation de la femme. Cela se fait tout naturellement à travers le travail. Et là, on va revenir à ce livre, au travail, encore une fois, des brodeuses marocaines, des tisseuses de Taznart, qu'elle a elle-même côtoyée. Ici, on parle aussi d'une activité génératrice de revenus qui permet à ces dames de se libérer, d'acquérir beaucoup de confiance en elles. Ma question est la suivante. Derrière cette pratique traditionnelle se cachent beaucoup de messages très forts, j'imagine. Lesquels ? Selon vous, en tout cas, de manière subjective. Fatima Mernissi travaillait beaucoup avec les tisseuses de Taznart depuis 1984. Elles étaient devenues même ses amies. Elle y allait régulièrement. Et puis quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai connue, elle m'a invité à réfléchir sur ces questions du tissage sur un plan psychanalytique. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré les tisseuses de Taznart. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de les aider sur le plan de leur travail, sur le plan de leur donner justement une visibilité. Pour promouvoir leur travail. Parce qu'elles sont invisibles. Vous achetez un tapis, vous ne connaissez pas la tisseuse, elle est invisible. Donc comment rendre... Contrairement aux tableaux qui peuvent décorer nos maisons et dont le peintre, l'artiste peintre est connu, plus ou moins connu. Pour moi, je suis parti plus loin, c'est-à-dire j'ai considéré que le tapis de Taznart est un texte sur la féminité. Un texte de la féminité où les pictogrammes qui sont sur le tapis reflètent également le tatouage qui est sur le corps des femmes et les pictogrammes qui sont sur les bijoux. Donc il y a quelque chose à lire dans ces tapis. Ce n'est pas juste une transmission, quelque chose d'ordre esthétique. De la beauté tout d'abord, de la grâce. Voilà, exactement. Et donc c'est un tapis qui a 1000 ans et c'est un tapis qui est très très intéressant à lire. Et qu'est-ce qu'il en est de cette transmission mère-fille par rapport à ce fil
que j'ai tenté de décoder, que j'ai tenté de voir. Et donc avec Fatima El-Mernissi, tout le travail que nous avons fait reflète un petit peu cet approfondissement. Très bien, Monsieur Mereni. Très bien, il y a ce travail des tisseuses qui étaient côtoyées, aimées, admirées par feu Fatima El-Mernissi. Il y a aussi un rapport d'affection, hein, vous l'avez dit. Il y a aussi une autre histoire dans l'histoire, celle de votre maman, qui était elle-même brodeuse, et dont Fatima El-Mernissi, en 2005, je crois, première rencontre avec vous, elle l'a deviné, elle en a deviné l'activité, enfin la profession aussi. Est-ce que le fait que la maman soit aussi brodeuse, ça a été aussi, d'une manière, une autre passion nourricière pour écrire ce livre, Le fil invisible du féminisme? Probablement. C'est un hommage à Fatima El-Mernissi, mais c'est aussi un hommage à ma mère et à la génération de ces femmes qui étaient illettrées, hein, et qui avaient comme objet de créativité cette broderie qui était en même temps utile, mais en même temps d'une beauté très intéressante. Donc au début, quand j'ai rencontré Fatima El-Mernissi, la première fois, moi je m'attendais justement à ce qu'on entame toute une discussion sur la question du féminin, sur la question de la psychanalyse, qu'elle en pense, etc. Ben non, ça a été la question très importante pour Fatima El-Mernissi. Est-ce que votre mère est tisseuse? Et brodeuse plutôt. Comment l'a-t-elle deviné, à votre avis? Moi, je pense que d'abord, elle travaillait sur la question du tissage, et puis elle avait quand même une idée derrière la tête en me disant, Monsieur Mereni, moi-même, ma mère est brodeuse, et donc il y a comme ça quelque chose qui se tisse entre les enfants des brodeuses. Hein, je pense qu'elle a ressenti quelque chose parce que Fatima El-Mernissi n'est pas une grande théoricienne. Fatima El-Mernissi est une femme de l'action. Hein, et c'est une femme qui a une intelligence instinctive extraordinaire. Elle sait où elle va, elle sait comment y aller. Comment y aller. Donc c'était à cette occasion, la première, où j'étais très étonné, où elle m'a justement questionné sur la question de la broderie. Et pour elle, question comme pour le tissage, la broderie est à lire, elle n'est pas à regarder seulement. Qu'est-ce qu'exprimaient ces femmes à travers leurs broderies? Et ça, elle en parle dans Rêve de femme, comment le nœud serré de la broderie de Fès, comment, à partir de la rébellion des femmes du harem, comment le nœud s'est desserré, et comment il est devenu lâche, et comment les femmes ont refusé de reproduire le même nœud. Parce qu'elle tissait justement le rêve, peut-être. Dernière petite question, mais de manière, une réponse très très brève. Vous jonglez entre la psychanalyse, vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous vous intéressez beaucoup à la sociologie, c'est l'analyse plutôt des faits. On est aussi dans l'inconscient, on est dans l'écriture qui est propice au rêve, qui fait rêver. À votre avis, finalement, toutes ces disciplines, même si le lien n'est pas définitivement élaboré, quand on y pense, n'est pas définitivement arrêté, mais est-ce que finalement la frontière n'est pas si étanche? Une réponse très brève, Monsieur Mereni. Je pense que déjà Fatima El-Mernissi travaillait sur le concept du houdoud et le concept du harem. C'est des concepts qui sont très importants. La deuxième chose, moi, ce qui m'intéressait dans le travail de Fatima El-Mernissi, ça a été de dire un peu comment la psychanalyse peut se réinventer dans un pays comme le nôtre, avec sa propre langue, sa propre histoire et sa propre culture et sa richesse. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas juste avoir des références de Freud, de Lacan, etc. Mais comment, par nous-mêmes, on peut, à travers cette transmission importante, bien sûr, comment pouvons-nous réinventer la psychanalyse à travers notre langue et à travers notre culture illimitée, voire infinie. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Farid Mereni, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous en parlions à l'instant avec notre invitée, la femme amazigh et son savoir-faire ancestral. Elle est à l'honneur lors d'une exposition qui se poursuit à Rabat, baptisée Tamrat, comprenez femmes justement. L'événement se déroule à la Villa des Arts de Rabat. Pour cette toute première édition, les organisateurs ont retenu un thème à la douce nostalgie. Je cite, les souvenirs d'hier avec les mains d'aujourd'hui. L'idée est en fait de braquer les projecteurs sur ces mains de fées derrière la broderie, la poterie ou encore le tissage. Wassim Msaoud à la caméra et Maria Awad pour le commentaire. Constitué de fils et de laine entrelacés du bout des doigts, le tissage requiert patience et précision, un geste hérité des ancêtres et qui fige la matière pour lui donner un sens, un visage, un sourire, une identité, celle de la culture amazigh.
Riche de son histoire et de son savoir-faire ancestral, la première édition du Tamrart honore la femme, la jeunesse et la transmission sous toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est la première édition de l'association Ibda'. C'est une exposition qui met en lumière le patrimoine immatériel amazigh à travers les tissages et les costumes. Nous voulons également rendre hommage à la femme amazigh et transmettre ce savoir-faire ancestral aux jeunes générations. Aux enfants et aux jeunes, bien sûr. L'inspiration donc est tirée de la culture berbère ou tamazight. Comme vous voyez, il y en a plusieurs métiers traditionnels marocains, comme le tissage, voilà, comme ça par exemple, la broderie, oui, comme les tableaux des portraits, et la poterie. Avec un goût certain pour l'apparat, les habits, les costumes et les accessoires reflètent aussi la grandeur et la beauté d'une culture millénaire. Voilà pourquoi un défilé de mode vient compléter cette exposition d'œuvres artistiques comme une évidence. Pour nos collections, on reste toujours à la tendance et aussi avec une touche marocaine traditionnelle, des tapis, des passementeries, inspirés par Amazigh. Ces jeunes ont réussi à faire ou à créer des œuvres d'art à partir des outils qu'on trouve dans l'artisanat marocain et l'ont présenté avec une autre manière, avec leur regard et leur perception personnelle. Comme une apparition céleste, ces visages tout droit sortis de l'imaginaire collectif incarnent non seulement la liberté d'expression, mais aussi la volonté d'inscrire l'identité de chacun dans l'universalité artistique. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.